Avant l'éveil des nations, avant que les frontières ne marquent l'argile du monde, des armées régnaient par la terreur, la brillance et une force brute, inexorable. Des légions qui fracassèrent les empires, des guerriers ayant courbé l'histoire à leur volonté, et des civilisations dont la puissance résonne à travers les éons. Aujourd'hui, nous invoquons l'élite. Voici les 10 armées qui dominèrent le monde antique et altérèrent à jamais le destin de l'humanité. Ceci est les immortels, là où les légendes ne connaissent point la fin. Abonnez-vous et revendiquez votre rang parmi les mythes. Notre pèlerinage débute par une force renaissant du brasier de la guerre, l'armée qui transmua l'Égypte en un empire ascendant. Position numéro 10, l'armée égyptienne. La renaissance militaire commença sous Ahmosis Ier. Lorsque le royaume expulsa les Hyksos, il s'appropria leur technologie. Les Hyksos maniaient des chars lourds et lents. L'Égypte les métamorphosa en une forme légère. Vaisseaux rapides pour 2 guerriers, bâtis pour la mobilité, non pour le choc. L'un pilotait, tandis que l'autre décochait des flèches depuis un arc composite, arme de cornes et de tendons. Avec une puissance et une portée dépassant tout ce que les arcs égyptiens avaient connu, cette cavalerie montée devint l'unité de harcèlement la plus redoutable de l'âge du bronze. L'infanterie s'en remettait au képech, épée courbe conçue pour crocheter les boucliers, faucher les rangs et déchirer les chairs impuissantes. Les lanciers portaient de longues piques et de vastes boucliers de peau de bœuf. L'armure variait. Les troupes d'élite arboraient des écailles de bronze ou de cuir, mais beaucoup combattaient avec une protection dérisoire. Ce n'était point une faiblesse. L'Égypte privilégiait la fulgurance du mouvement à la lourdeur des tactiques de choc. Sur le champ de bataille, elle excellait dans l'art de l'assaut fulgurant. Les chars ciblaient les flancs, libérant des volées avant de se replier pour mieux fondre à nouveau. Ce n'est qu'après avoir semé le chaos que l'infanterie s'avançait pour sceller le destin du sol. Cette alchimie de mobilité, d'archerie et de rythme permit à l'Égypte de dominer les premières batailles à travers Canaan, la Syrie et la Nubie. Leur expansion fut une œuvre méthodique. Les régions conquises recevaient des gouverneurs loyaux, garantissant un tribut, qui finançait alors d'autres campagnes. Sous Thoutmôsis III, l'Égypte lança 17 campagnes en 2 décennies. Projetant sa puissance militaire plus loin au nord-est qu'aucun autre pharaon, Ramsès II livra l'engagement le plus célèbre de cette armée. La bataille de Kadesh. Une intelligence défaillante mena au désastre, mais Ramsès réorganisa ses unités dispersées et évita l'annihilation. La bataille se solda par un statu quo, mais Ramsès le transmua en une victoire propagandiste grandiose, gravant des scènes héroïques sur chaque temple. L'avantage stratégique suprême était la logistique du Nil. Troupes et matériel naviguaient avec une célérité inaccessible aux autres armées. Alors pourquoi l'Égypte occupe-t-elle le 10e rang? Car malgré leur mobilité, leur infanterie demeura rudimentaire et l'armée dépendait de la vigueur du pharaon. Quand le leadership déclina, leur puissance militaire s'évanouit promptement, contrairement aux forces plus résilientes qui suivent. Position numéro 9. L'armée carthaginoise. Carthage s'éleva comme une superpuissance maritime et commerciale, contrôlant les courants de la Méditerranée occidentale. Leur richesse leur permit de bâtir une armée unique, une force multiculturelle composée de cavalerie numide. Infanterie ibérée, guerriers gaulois, lanciers libyens et officiers puniques d'élite. Chaque groupe apportait des armes et des styles de combat distincts. Les Numides, avec leurs javelots et une mobilité inégalée. Les Ibères, avec leurs épées falcata et boucliers ovales. Les Gaulois, avec leurs lames tranchantes. Les Libyens, équipés de lances et de formations disciplinées. L'infanterie lourde carthaginoise usait souvent de boucliers ronds, casques de bronze et armures de lin. Mais la force de cette armée n'était point l'équipement, mais Hannibal Barca, l'un des plus grands esprits de guerre de l'histoire. Sous son égide, Carthage perfectionna l'art d'unir des cultures diverses en une force de frappe flexible. Les campagnes d'Hannibal en Italie sont légendaires. À la Trébie, il utilisa des retraites feintes et des réserves dissimulées pour déchiqueter une armée romaine supérieure au lac Trasimène. Il exécuta l'une des plus grandes embuscades de l'Antiquité, piégeant les forces romaines contre les eaux sans espace de manœuvre, et à Cannes, il livra un chef-d'œuvre. Un double enveloppement si parfait que les armées modernes l'étudient encore. Les troupes légères absorbèrent l'avancée romaine, l'infanterie lourde africaine referma la tenaille, et la cavalerie numide écrasa la cavalerie romaine, complétant l'encerclement.
La stratégie de Carthage était centrée sur la mobilité, la tromperie et la coordination, utilisant une cavalerie rapide pour contrôler les flancs et une infanterie agressive pour frapper dès que l'ennemi s'étirait. Mais Carthage portait en elle une faiblesse majeure, la dépendance aux mercenaires. Contrairement à Rome, qui déployait des légions de citoyens, Carthage comptait sur des troupes louées dont la loyauté était liée à l'or, non à la patrie. Lorsque le financement faillit ou que Carthage hésita à renforcer Hannibal, la force de l'armée se brisa. Pourquoi Carthage est-elle au 9e rang? Des commandants brillants, une cavalerie d'élite et des chefs-d'œuvre tactiques les placent haut, mais leur structure manquait de la stabilité et de l'unité des armées supérieures. Position numéro 8. L'armée de la dynastie Han. La dynastie Han édifia l'une des armées les plus technologiquement avancées de l'Antiquité. Leur arme suprême était l'arbalète standardisée. Produite en masse avec des pièces interchangeables, les arbalètes Han possédaient des mécanismes de détente en bronze d'une précision telle que les répliques modernes égalent leur puissance. Une portée longue et une force de pénétration capables de percer une armure lamellaire. Les soldats étaient entraînés à tirer en volées coordonnées, transformant des unités entières en machines à tuer synchronisées. L'armure Han utilisait des plaques lamellaires de fer ou de cuir durci, équilibrant protection et mobilité. La cavalerie d'élite portait des lamelles de fer plus lourdes et maniait des arcs composites, longues lances et épées droites Jian. L'infanterie usait de hallebardes, boucliers, lances, armes de fer produites en masse, soutenues par la métallurgie avancée de la dynastie. Le plus grand défi vint des Xiongnu, confédération de nomades cavaliers archers, dominant les steppes du Nord. Les Han apprirent vite. Ils créèrent leurs propres unités de cavaliers archers, améliorèrent la logistique à travers les déserts et construisirent des lignes fortifiées s'étendant sur des milliers de kilomètres. Dans de longues campagnes menées par des généraux comme Huo Kubing, les forces Han s'enfoncèrent dans le territoire nomade, sécurisant la route de la soie et contrôlant les oasis clés. Leurs forces militaires ne résidaient pas seulement sur le champ de bataille. Les Han perfectionnèrent la discipline administrative, des levées régulières, des calendriers d'entraînement stricts, une conscription basée sur la population et des archives logistiques détaillées. Les armées pouvaient se déplacer sur des distances énormes, car les dépôts de vivres et les stations de relais étaient planifiées des mois à l'avance. Ils employèrent aussi des stratégies psychologiques et diplomatiques, alliances, échanges d'otages, et des incitations ciblées pour fracturer les coalitions nomades. Parfois, les Han défaisaient leurs ennemis sans jamais combattre. Pourquoi la dynastie Han est-elle au 8e rang? Ils combinèrent technologie, discipline et stratégie pour dominer l'Asie de l'Est, mais leur influence militaire resta largement régionale, non globale, les maintenant sous les armées les plus vastes de cette liste. Position numéro 8. L'armée des hoplites grecs. L'hoplite grec était l'un des fantassins les plus disciplinés de l'Antiquité. Son arme principale était le doru, une lance mesurant entre 2 et 3 mètres, conçue pour percer au-dessus ou au-dessous de la ligne de bouclier. La pièce maîtresse était l'aspis, un bouclier rond lourd avec un rebord en bronze qui verrouillait chaque homme à son voisin. Ensemble, ces éléments formaient la phalange, un mur serré de boucliers et de pointes de lance, qui avançait comme une seule unité. La stabilité importait plus que la vitesse. Les hoplites étaient entraînés à tenir la formation, même sous une pression maximale, où la moindre brèche pouvait effondrer tout le front. L'armure variait selon la richesse. Casque de bronze, cuirasse, jambière et parfois armure de lin. Les hoplites bien équipés portaient de courts siphos, épais pour le combat rapproché une fois les lances brisées, fait commun lors des engagements prolongés. Sparte poussa ce modèle à l'extrême. Les jeunes Spartiates entraient dans la Gauge à 7 ans, vivant sous une discipline stricte, un entraînement physique constant et une privation contrôlée pour aiguiser l'endurance et l'obéissance. À l'âge adulte, l'hoplite spartiate était essentiellement un soldat à plein temps dont l'identité était inséparable de la guerre. Leur cohésion était si forte que les écrivains anciens décrivaient les Spartiates avançant au son de la flûte pour maintenir un rythme parfait. Les hoplites grecs façonnèrent des batailles clés qui définirent l'histoire occidentale. À Marathon, les hoplites athéniens chargèrent au pas de course, inhabituel à l'époque, pour réduire la distance avec les archers perses. À Platée, des poussées coordonnées de boucliers brisèrent la ligne perse, et au col des Thermopyles,
quelques milliers de Grecs retinrent une force massive, envahissante en exploitant un terrain qui neutralisait la cavalerie et les projectiles ennemis. Mais la guerre des hoplites avait des limites. La phalange peinait sur les terrains accidentés, dans les forêts ou les situations nécessitant des manœuvres rapides. Les troupes légères, la cavalerie et les tactiques flexibles étaient des faiblesses que d'autres civilisations exploitaient. Pourquoi sont-ils au 7e rang? Leur discipline et efficacité meurtrière étaient inégalées dans les conditions appropriées, mais leur style rigide et statique manquait d'adaptabilité, les plaçant sous des armées avec une portée tactique plus large et de l'innovation. Position numéro 6. L'armée de l'Empire Maurya. L'Empire Maurya bâtit l'une des armées les plus vastes et organisées de l'Antiquité. Sous Chandragupta Maurya, le royaume unifia une grande partie du sous-continent indien, en combinant une main-d'œuvre massive avec un système bureaucratique décrit dans l'Arthashastra, un texte détaillant l'organisation militaire, réseau d'espionnage, gestion des approvisionnements et contrôle administratif strict. Peu d'États antiques avaient une logistique aussi structurée. L'armée Maurya était une force en 4 parties: infanterie, cavalerie, chars et son unité emblématique, les éléphants de guerre. Les éléphants n'étaient pas seulement des plateformes d'assaut lourdes, c'étaient des armes psychologiques. Beaucoup portaient des plaques d'armure, des tours comme des howdahs pour les archers ou les javeliniers, et des défenses à pointe de fer capables de briser les lignes ennemies. Demandez-vous comment votre formation réagirait si un animal de 5 tonnes chargeait droit vers elle. L'infanterie formait le cœur, équipée d'arcs longs, d'épées droites, javelots et grands boucliers de bois ou de peau renforcés. Les archers étaient particulièrement valorisés. L'arc en bambou indien avait une portée et une pénétration prodigieuses. Les unités de cavalerie utilisaient des lances et des épées courbes, fournissant une vitesse que les éléphants n'avaient pas. Les chars restaient en usage, principalement pour les commandants et les combattants d'élite servant de plateforme mobile pour les archers. L'échelle de l'armée impressionnait même les observateurs étrangers. Les sources grecques réclament des nombres se chiffrant en centaines de milliers, probablement exagérés mais reflétant une force sans équivalent. Cette main-d'œuvre permettait aux généraux Maurya de déployer des formations en couches, des éléphants pour perturber, l'infanterie pour engager et la cavalerie pour flanquer. Sous Ashoka, le militaire Maurya atteignit son sommet avant son tournant vers le pacifisme. L'Empire mena des campagnes à grande échelle, la plus célèbre étant la brutale conquête du Kalinga. Les rapports décrivaient des dizaines de milliers de morts ou de déplacés, un témoignage de la pure capacité destructrice de la machine de guerre Maurya. Stratégiquement, il comptait sur l'intimidation, une force écrasante et une logistique méthodique plutôt que sur des manœuvres de champs de bataille complexes. Leur force venait de l'échelle et de l'administration, non des tactiques de précision. Pourquoi sont-ils au 6e rang? Parce que si leur nombre, leur organisation et leurs éléphants étaient inégalés, leurs méthodes de combat étaient moins flexibles et techniquement raffinées que celles des armées classées au-dessus. Position numéro 5. L'armée assyrienne. L'armée assyrienne fut l'une des premières forces militaires véritablement professionnelles de l'histoire. Contrairement à la plupart des royaumes qui dépendaient de levées saisonnières, la Syrie maintenait des soldats entraînés toute l'année. Cela leur permettait de faire campagne plus longtemps, de réagir plus rapidement et de coordonner des opérations complexes que d'autres armées antiques ne pouvaient tout simplement pas égaler. Leur armement était avancé pour son temps. Les archers assyriens utilisaient des arcs composites puissants, protégés par des porte-boucliers qui se tenaient devant pendant les volées. L'infanterie portait des lances à pointe de fer, des épées courtes et de lourds boucliers rectangulaires. De nombreuses unités d'élite portaient une armure d'écaille en bronze ou en fer, bien supérieure à la protection de cuir commune ailleurs. La cavalerie émergea comme une innovation clé. Au lieu d'utiliser des chars pour le tir de missiles, les Assyriens formèrent des archers montés et des lanciers, créant des unités rapides idéales pour la poursuite et le flanc. Leur guerre de siège changea le monde antique. Les Assyriens construisirent des béliers, des tours mobiles, des sapeurs, qui creusaient sous les murs et des rampes pour briser les cités fortifiées. Si vous défendiez une cité dans le Proche-Orient antique, vous vous prépariez à l'ingénierie assyrienne, car personne ne prenait les cités plus efficacement. La guerre psychologique était une stratégie clé. Les rois assyriens utilisaient l'art public qui affichait des punitions sévères et des déportations. C'était une politique, pas une cruauté gratuite.
L'objectif était que les cités se rendent sans combattre, basées uniquement sur la réputation effrayante de l'armée assyrienne. Leurs campagnes s'étendaient à travers la Mésopotamie, le Levant, l'Anatolie et même jusqu'en Égypte. Ils déplaçaient les armées rapidement en utilisant un réseau de routes et de dépôts de ravitaillement, permettant des offensives coordonnées à grande échelle bien avant que Rome ne développe des systèmes similaires. Tactiquement, les Assyriens excellaient dans les armes combinées, infanterie lourde fixant les lignes ennemies. Les archers affaiblissaient les formations, la cavalerie frappait les flancs et les unités de siège éliminaient les défenses. Chaque branche soutenait les autres, rares dans la haute antiquité. Pourquoi sont-ils au 5e rang? Parce qu'ils étaient des pionniers, la première armée professionnelle, les premiers grands maîtres de siège et inégalés dans la dominance régionale. Mais leur objectif restait proche-oriental. Leur portée n'était pas aussi mondiale ou transformationnelle que les forces classées au-dessus. Position numéro 4, l'armée perse achéménide. L'armée perse achéménide propulsait le plus grand empire de son époque, et sa force réelle venait de quelque chose que peu d'États antiques maîtrisaient, la logistique. La Perse entretenait des routes royales, des stations de relais, des dépôts de ravitaillement et une administration standardisée sur des millions de kilomètres carrés, Permettant aux armées de se mobiliser plus rapidement et plus loin que tout rival. Au cœur se trouvaient les Immortels, une unité d'infanterie d'élite de 10 000 hommes, armée de boucliers en osier, de lances courtes, d'épées aknata et d'arcs composites capables d'un tir rapide et précis. Leur rang était instantanément rempli, gardant le noyau en permanence à pleine force. L'armée plus large était une machine multinationale. Les Mèdes fournissaient la cavalerie d'élite, les Égyptiens ajoutaient des archers et des marins. Les Babyloniens contribuaient à l'infanterie lourde, les Lydiens apportaient des cavaliers blindés et des lanciers qualifiés. Cela donnait à la Perse une variété tactique inégalée. L'armement perse reflétait cette diversité. Cavalerie avec lances longues et armure d'écaille, infanterie avec arcs longues portées soutenues par des lanciers, des troupes armées de haches et des unités lourdes blindées. De nombreuses élites portaient une armure lamellaire et portaient de grands boucliers pour une endurance supérieure. Stratégiquement, la Perse comptait sur des nombres écrasants, la saturation en flèches et des frappes rapides de cavalerie destinées à briser la cohésion ennemie, avant que l'infanterie ne s'approche. Pensez un instant, combien de temps votre formation survivrait-elle sous des dizaines de milliers de flèches entrantes? Les campagnes en Asie centrale et en Égypte prouvaient leur adaptabilité. Dans les steppes, les forces perses manœuvraient avec vitesse. Dans les vallées du Nil, la logistique assurait des avancées ininterrompues. En Ionie, leur coordination entre flotte et forces terrestres se distinguait, utilisant des ports avancés et des ponts de bateaux pour déplacer les armées avec une efficacité impressionnante. Leur véritable puissance résidait dans leur conception même de la guerre. La Perse sut intégrer des dizaines de cultures en un système militaire unifié, projetant sa volonté sur des distances infinies. Leur infrastructure impériale rendait les campagnes éternelles soutenables et hautement organisées. Pourquoi le numéro 4? Une échelle immense, des unités d'élite et une brillance logistique. À peine moins dominant dans le combat rapproché de l'infanterie lourde que le trio de tête. Position numéro 3, l'armée mongole. L'armée mongole n'était pas seulement puissante, elle fut forgée pour la domination. Gengis Khan l'établit sur la discipline, l'intelligence et une méritocratie absolue. Aucune naissance noble ne garantissait le rang. Seule la capacité prouvée en campagne régnait. Cela créa des officiers capables de décisions indépendantes, exécutant des manœuvres complexes sans attendre les ordres. Leur noyau était le cavalier archer. Chaque guerrier portait un arc composite capable d'une pénétration létale à longue portée, doublé de flèches perforantes et incendiaires. Leur armure lamellaire, leurs boucliers légers, sabres et lances les rendaient mortels à toute distance. Chaque cavalier maintenait plusieurs chevaux, leur permettant de parcourir plus de 100 km par jour, bien au-delà de toute armée médiévale. Leur tactique avait des décennies d'avance. La retraite feinte, exécutée avec une discipline parfaite, attirait les armées dans des pièges. Ils exécutaient des encerclements sur des dizaines de kilomètres, des vagues de cavalerie synchronisées et des tempêtes de flèches écrasantes conçues pour briser les formations avant le choc. Ils s'entraînaient à tirer avec précision dans n'importe quelle direction au galop, une compétence que peu d'armées pouvaient contrer. Le renseignement était systématique. Les éclaireurs chevauchaient des semaines à l'avance, identifiant sources d'eau,
dirigeants faibles, factions rebelles ou cols de montagne. Le système postal Yan transmettait les ordres avec une vitesse inouïe, permettant aux armées mongoles de coordonner des régions grandes comme des continents. Leur adaptabilité était terrifiante. Contre les cités fortifiées, ils déployaient des ingénieurs chinois, des trébuchets à contrepoids, des bombes à poudre noire primitives, et même des équipes de mineurs pour faire s'effondrer les murailles. Contre les opposants des steppes, ils dominaient par la mobilité. Contre la Russie, ils combattaient dans la neige profonde. Contre la Perse, ils contournaient les bastions pour affamer les régions et les contraindre à la soumission. Ils intégrèrent même des spécialistes locaux, archers syriens, administrateurs perses, scribes ouïghours, fortifiant chaque part de leur machine de guerre. Pourquoi le numéro 3 ? Parce que l'armée mongole était presque inarrêtable en terrain ouvert, rapide, précise et tactiquement géniale. Mais sa puissance reposait sur un élan incessant, la rendant légèrement moins adaptable que les deux géants qui la précèdent. Position numéro 2, l'armée macédonienne. Sous Philippe II et Alexandre le Grand, ce ne fut pas une version améliorée des hoplites. C'était un système totalement étranger. Les hoplites grecs combattaient dans des murs de boucliers denses avec de courtes lances et des armures de bronze lourdes. Philippe repensa tout. Il créa une armée professionnelle. À plein temps, armée de la Saris, une pique de plus de 4 à 6 mètres. Cela seul altéra la guerre antique. L'infanterie macédonienne ne dépendait pas des boucliers. Elle dépendait de la longe, du travail d'équipe et de l'exercice constant. Le résultat fut une formation qui clouait les ennemis à une distance inattaquable. L'armure était plus légère, des cuirasses de lin ou composite, de petits boucliers sanglés à l'avant-bras et des casques ouverts pour la visibilité. Cela rendait les soldats plus rapides et capables de combattre plus longtemps que les hoplites traditionnels. Leur but n'était pas de gagner seuls, ils étaient l'enclume, le marteau était la cavalerie des compagnons. C'étaient des cavaliers de choc d'élite, armés de lances longues, effectuant des charges en coin conçues pour briser les flancs ennemis. Une fois que le mur de Saris les fixait, Alexandre menait personnellement ses charges, transformant la précision en percées dévastatrices. Voyez cela comme un meurtre coordonné en 2 étapes. Immobiliser avec les piques, détruire avec la cavalerie. Les tactiques macédoniennes étaient flexibles. Alexandre utilisait des lignes obliques, des marches de flanc rapides, des colonnes d'unités mixtes et des retraits fins. L'armée incluait des hypaspistes, infanterie d'élite plus mobile, cavalerie thrace et pannonienne, des archers crétois et des ingénieurs de siège capables de bâtir tours, béliers et artillerie en marche. Leur armement était tout aussi avancé. Des lanceurs de pierres à torsion et des catapultes étaient déployés même dans les batailles en champ ouvert, chose qu'aucune autre armée n'osait. À Gogamel, Alexandre utilisa une formation élargie pour absorber la charge perse, puis enfonça son coin de cavalerie droit au centre de Darius. À Issos et au Granique, il exploita le terrain étroit, les traversées de rivières et le timing pour anéantir des forces supérieures. Pourquoi le numéro 2 ? Parce que l'armée macédonienne combinait infanterie professionnelle, cavalerie d'élite, technologie de siège intégrée et un leadership sans pareil. Ils n'ont pas juste vaincu l'Empire perse, ils l'ont démantelé en une série d'opérations exécutées avec une précision qu'aucune armée hoplitique n'aurait pu répliquer. Position numéro 1. L'armée romaine. L'armée romaine n'était pas seulement forte, c'était la machine de guerre la plus durable et la plus systématiquement ingéniée de l'Antiquité. Contrairement aux forces entraînées par des rois, Rome construisit une armée fondée sur la discipline, un entraînement constant et une loyauté inébranlable envers la légion. Les recrues s'exerçaient quotidiennement au maniement des armes, au changement de formation, au travail du bouclier et aux marches longues avec équipement lourd. Un soldat romain ne se contentait pas de combattre. Il fortifiait, scoutait et imposait l'autorité romaine à travers les frontières. La structure légionnaire était précise. Des centuries menées par des centurions endurcis, groupés en cohortes formant des légions capables d'action indépendante. Ce n'était pas le système rigide des hoplites, ni la phalange à longue pique. Les formations romaines manipulaires et cohortes pouvaient faire pivoter des troupes fraîches vers l'avant, absorber les charges et exploiter les failles avec une efficacité chirurgicale. Les armes romaines reflétaient cet état d'esprit. Le glaive, optimisé pour l'estoc derrière le bouclier scutum, dominait le combat rapproché. Le pilum, lance lourde de jet, se pliait à l'impact pour désactiver les boucliers ennemis. Les armures variaient,
plaques segmentata, côtes de mailles amata et écailles pour les unités spécialisées. Les auxiliaires ajoutaient cavalerie, archers et frondeurs, offrant à Rome une variété tactique sans égale. L'ingénierie multipliait cette puissance. Les forces romaines construisaient des camps de marche chaque nuit, des fossés, des palissades et des aménagements standardisés. Ils édifiaient routes, ponts, ouvrages de siège et plateformes d'artillerie. À Alésia, César piégea une armée gauloise plus nombreuse avec 2 anneaux de fortification qui stupéfièrent les observateurs anciens. Stratégiquement, Rome excellait. Dans l'adaptation, ils absorbèrent la cavalerie numide, l'art de siège grec, le design de lame ibérique et l'archerie orientale. À Zama, ils neutralisèrent les éléphants carthaginois. À Masada, ils exécutèrent un siège sans faille. Même des défaites comme celle de Teutobourg déclenchèrent des réformes plutôt que l'effondrement. Pourquoi le numéro 1 ? Aucune armée antique ne maintint la dominance. La cohésion et l'expansion sur des siècles comme Rome. Leur discipline, leur ingénierie, leur organisation et leur évolution tactique incessante firent d'eux la force la plus puissante du monde antique. Si ce voyage à travers les armées les plus puissantes de l'histoire vous a captivé, laissez un pouce bleu, commentez quelle armée devrait apparaître ensuite et abonnez-vous pour plus d'histoires légendaires. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus épique, ne manquez pas Gengis Khan, ma vraie histoire, où le grand Khan lui-même révèle le sentier qui le mena à l'immortalité. C'est incontournable.